il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, ou s'il y a une intelligence dans l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence des gens qui ont conçu le système. L'IA favorite du moment, c'est ChatGPT, et ChatGPT écrit beaucoup mieux qu'un élève de 6e. Les intelligences artificielles se cachent de plus en plus dans notre quotidien, que ce soit dans les agents conversationnels, les voitures autonomes. On voit de plus en plus parler d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Nicolas Sabouret est là pour aborder ces questions avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc avec vous, on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose à propos de l'IA. À commencer par des fois des idées reçues qu'on a. Donc est-ce que l'IA est dangereuse? Beaucoup de gens s'imaginent des scénarios un peu à la Terminator. Déjà, c'est quoi les plus grosses idées reçues qu'on peut avoir là-dessus? Alors, il y a effectivement beaucoup d'idées reçues sur Oui. l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y en a une plus présente que les autres et qui fausse un peu l'intégralité du débat, en fait. Ok. C'est l'idée que l'intelligence artificielle ou la technologie, de manière générale, serait exempte d'erreurs. Donc, on part de l'idée que quand on fait un système d'intelligence artificielle, il va être plus parfait que l'humain. Il va faire moins d'erreurs que l'humain. Alors, c'est parfois vrai, hein, c'est souvent vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur du tout pour autant. Et du coup, on est très troublé, très gêné quand on voit les systèmes se tromper, et on se dit, bah, le système ne marche pas, ou on se dit, il hallucine, hein, on entend parler de ça pour ChatGPT, et puis parfois, on se dit, la machine va se tromper, va être mal intentionnée, Et donc on lui attribue en fait tout un tas de caractéristiques qui sont très humaines, parce qu'on perd de vue que derrière, ça n'est que du calcul. Ce n'est qu'un certain type de calcul. D'accord, donc c'est essentiellement du calcul. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait vraiment apporter une définition à ce que c'est que l'IA? Alors la définition de l'intelligence artificielle, on la connaît depuis les années 60, même 50, elle est bien maîtrisée. C'est de développer, donc c'est utiliser l'informatique, hein, faire des techniques de calcul pour faire aux machines des choses qui sont a priori mieux faites par l'être humain parce qu'elles font appel à l'intelligence, donc la perception, la réflexion, la mémorisation, et donc tout un ensemble de processus cognitifs de haut niveau. Et donc Marvin Minsky, l'un des fondateurs de la discipline, dit, en gros, si je résume, hein, on va faire de l'intelligence artificielle, c'est faire par le calcul des choses que nous, les humains, on fait avec notre intelligence. Mais du coup, si c'est juste une succession de calculs, est-ce que ça a du sens de parler d'intelligence artificielle? Alors, ça a du sens dans la définition du terme, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien mettre un mot sur les choses, et le terme vient en fait d'Alan Turing, l'un des pères fondateurs de l'informatique, et l'inventeur probablement de la discipline intelligence artificielle en 1950. Il a écrit un article avec un titre très provocateur, c'était « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Évidemment, Turing, qui est un spécialiste du calcul, ne croit pas une seule seconde que les machines pensent, mais il se dit, si on arrive à faire par le calcul des choses qui ressemblent à ce que nous faisons avec notre pensée, bah finalement, il écrit dans son article, on pourra parler de machine intelligence, donc en français, on pourrait traduire par de l'intelligence mécanique. Et donc c'est le premier à employer ce terme intelligence dans un sens qui n'est pas celui de l'intelligence humaine, qui est dans le sens de, on a fait faire à la machine des choses que nous qualifions d'intelligents. Et du coup, le terme est resté, on a gardé ce terme intelligence artificielle, même si souvent je dis qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, ou s'il y a une intelligence dans l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence des gens qui ont conçu le système. Mais la machine, il faut se garder de projeter de faire trop d'anthropomorphisation vis-à-vis de la machine. Okay, on classe souvent les intelligences artificielles par type fort, type faible. Il y a une classification des IA? Alors, il y a deux choses différentes. Vous avez parlé d'IA forte et d'IA faible. Ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard, dans les années 60. Il y a un chercheur, John Searle, qui a dit, en fait, l'intelligence humaine, c'est l'intelligence forte. C'est celle qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Et ils disent qu'en fait, nous, ce qu'on fait en intelligence artificielle, ce sont des intelligences faibles parce qu'elles savent résoudre un problème à la fois. Hein, votre intelligence artificielle qui génère des images, c'est pas la même que celle qui génère du texte, c'est pas la même que celle qui conduit la voiture, et c'est pas la même que celle qui, si je reprends vos exemples, fait fonctionner le téléphone. Donc vous avez différentes intelligences artificielles, et il appelle ça des IA faibles, et il dit si un jour on arrive à faire une intelligence artificielle générale, capable de s'adapter à toutes les situations, alors on parlera d'intelligence artificielle forte. Donc aujourd'hui, il n'y a que des IA faibles. Par contre, on peut effectivement les catégoriser,
Et historiquement, on catégorise plutôt en 3 catégories ces IA, alors 2 ou 3, ça dépend, il y a différentes manières de voir, mais très longtemps, on a eu une approche de l'IA, à l'époque on n'avait pas beaucoup de données, où on écrivait à la main les règles de comportement du programme d'intelligence artificielle. Et donc ça, on a appelé ça l'intelligence artificielle à base de règles, ou l'intelligence artificielle symbolique. Ça a été très très populaire dans les années 60, 70, 80. Et puis on a fini par en trouver un peu les limites. Alors ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Hein. Quand on envoie un robot sur Mars, les règles de comportement du robot sont faites avec des règles écrites à la main. Mais bon, voilà, il y a certaines limites, c'est fastidieux à écrire en particulier, et puis on peut pas capturer le réel avec des règles, c'est assez compliqué. Et du coup, c'est développé assez rapidement une autre technique, mais quand je dis assez rapidement, c'est très très tôt, hein, dès les années 50, qui pour le coup a mis du temps à percer parce qu'elle nécessitait des données, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, dans lequel on fait faire à la machine le travail fastidieux d'écriture des règles. Et donc, on appelait ça apprentissage parce qu'on a l'impression que la machine découvre toute seule les règles. Et le terme est resté, même s'il n'y a pas d'apprentissage dans l'apprentissage automatique, il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, c'est un peu une constante. Et la troisième catégorie, c'est les réseaux de neurones. Donc, il n'y a pas de neurones dans les réseaux de neurones non plus, hein, mais c'est une catégorie particulière d'apprentissage automatique qui utilise une méthode de calcul qui historiquement était inspirée d'un modèle simplifié de ce que pouvait faire un neurone. Donc on a gardé le terme neurone. Et donc il y a une méthode particulière d'apprentissage automatique. Et c'est celle qui marche le mieux aujourd'hui, c'est celle qu'on utilise le plus. C'est vrai que le fait d'appeler ça des réseaux de neurones, ça augmente un peu la confusion qu'il y a. Les informaticiens sont pas très sympas pour ça, parce qu'on aime bien donner des noms qui entretiennent la confusion, Ouais. et après on s'en mord les doigts en disant on n'aurait pas dû appeler ça comme ça. Mais c'est trop tard, une fois que le mot est là, Ouais. voilà, on peut pas revenir. Donc intelligence artificielle, le terme est là, on va pas le changer. Mais effectivement, c'est pas intelligent. Apprentissage automatique, le terme est là, on va pas le changer non plus. Alors les gens parlent d'entraînement maintenant, enfin il y a d'autres termes qui commencent à apparaître, mais bon, globalement, on va garder ce terme-là, et même si ça apprend pas vraiment, c'est quand même, ça décrit un peu l'idée. Et réseau de neurones, le terme est malheureux parce qu'il n'y a pas de neurones, mais en même temps tout le monde s'en sert. Et donc, alors en même temps, il y a des gens qui disent deep learning, apprentissage profond. C'est une manière de décrire des réseaux de neurones. D'accord, donc c'est un synonyme en fait. C'est un synonyme, oui. L'apprentissage profond et les réseaux de neurones, aujourd'hui, on peut dire que c'est des synonymes. Ok. Mais ce qui est perturbant, et c'est vraiment un truc qu'on constate ces dernières années, c'est que l'IA progresse tellement vite qu'il y a des tâches qu'elle arrive à accomplir, des fois mieux qu'un humain, Mmh. et des tâches que pourtant on attribue à un savoir-faire humain, des fois. Alors, il y a 2 choses dans votre question. La première, c'est que historiquement, enfin, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours fait des technologies pour faire mieux que nous. Hein, quand on a inventé les grues, c'était pour construire des choses qu'on n'était pas capable de construire. Carl Lewis court moins vite qu'une 2 chevaux. Et faut pas être surpris que l'intelligence artificielle, qui a été conçue spécialement pour faire des choses que nous on fait avec notre cerveau, y arrive mieux que nous, puisque c'est pour ça qu'on le programme. Elle y arrive mieux que nous dans certaines tâches. Et donc il faut bien avoir ça en tête. Hein. Je prends AlphaGo, le programme de Go, il joue mieux au Go que n'importe quel joueur de Go. Mais il ne fait que jouer au Go. Il ne sait rien faire d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut l'entraîner à d'autres jeux. AlphaZero avait comme objectif d'être entraîné sur différents jeux, mais on a un système qui ne sait que jouer au jeu à 2 joueurs et qui ne sait pas faire autre chose. Et du coup, on est en train de comparer 2 choses qui ne sont pas vraiment comparables. L'intelligence artificielle qui utilise des grandes masses de calcul, d'énormes quantités de données fournies par les humains. Hein. Les données, elles ne viennent pas comme ça de l'air. Enfin, c'est fourni par des humains, donc dans lesquels il y a beaucoup déjà d'intelligence dans ces données. Quel process pour faire des traitements et sortir des résultats qui sont très très bons, statistiquement très très bons, même s'il y a toujours des erreurs possibles. Et puis de l'autre, un être humain qui fonctionne avec très peu d'énergie. En gros, vous avez pris un sandwich ce matin, hein, en termes de quantité en mégajoules, c'est pas énorme, et qui est capable de s'adapter à tout un tas de situations. Donc c'est pas vraiment la même chose qu'on est en train de regarder. Donc il faut pas être surpris que l'IA nous batte. Et en même temps, il faut accepter qu'elle ne sait pas tout faire. D'accord. Et c'est quoi les tâches, par exemple, où l'IA a tendance à être plus performante que nous? Si on a Alors, des il exemples. y a énormément de tâches. L'IA favorite du moment, c'est ChatGPT. Et Ouais. ChatGPT écrit beaucoup mieux qu'un élève de 6e. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que les enseignants repèrent que le devoir a été fait avec ChatGPT, parce que c'est tellement parfait qu'on se dit c'est pas possible, c'est pas le gamin qui l'a écrit. Mmh. Donc, il y a
je fais des plaisanteries, mais plus sérieusement, elle est excellente, effectivement, elle fait pas de fautes de grammaire. Après, elle va faire des fautes de sens. Donc il faut qu'il y ait un humain qui relise pour vérifier qu'il n'y a pas de faute de sens. Parce que ChatGPT n'est pas une machine qui produit de la vérité, hein. Elle cherche pas à produire du sens, elle cherche à produire des phrases qui sont correctes sur le plan des liens qu'il y a entre les mots. Mais il y a plein d'exemples qui circulent sur Internet. Si on lui demande qui a inventé la machine à courber les bananes, ça va pas l'arrêter. Elle va dire, bah oui, la machine à courber les bananes, c'est super pratique pour ranger les bananes dans les boîtes. Elle va pas dire, non mais ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de vérité. Donc voilà, elle est moins bonne sur cette tâche-là. Par contre, elle est bien meilleure que nous pour fabriquer justement des textes bien pensés, bien structurés, bien organisés. Sur la reconnaissance d'images, là, c'est là où il y a les plus gros succès depuis les années 2000 hein, en intelligence artificielle. Globalement, les systèmes de reconnaissance d'images sont extrêmement performants et on a montré, il y a une étude fin 2020 ou début 2021, je ne sais plus exactement, qui montrait que statistiquement, une IA faisait moins d'erreurs qu'un médecin humain sur la reconnaissance sur la détection de tumeurs dans des scans, dans des photos, enfin dans des images médicales dans des mammographies. Et alors, elle fait quand même des erreurs, mais statistiquement, elle en fait moins. Donc il y a tout un tas de tâches comme ça où la machine va être meilleure que nous. Le GPS de voiture qu'on utilise tous au quotidien, globalement, il est très bon pour nous guider. Il le fait plus vite que nous. Souvent, il se trompe moins. Et en plus, il prend en compte les autres véhicules pour éviter de rester coincé dans les bouchons. Donc, il y a plein de tâches pour lesquelles l'intelligence artificielle est meilleure que nous, et on s'en sert avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. On est content d'être guidé par le GPS. De temps en temps, on râle dessus, et comme ça donne une bonne excuse. Mais du coup, je vais poser la question, à l'envers maintenant. Est-ce qu'il y a encore des tâches où, en tant qu'humain, on a encore une plus-value? Parce que, décrit comme ça, on a l'impression que l'IA est capable de faire l'intégralité des tâches que nous on fait en mieux. Alors, voilà, c'est dans ce travers-là qu'il ne faut pas tomber. Il ne faut pas croire que parce que l'IA sait faire certaines tâches pour lesquelles elle a été spécifiquement conçue bien mieux que nous, que pour autant, sur les autres tâches, elle va être capable de le faire. Donc on entend beaucoup de gens dire ah, bon, tout le monde va perdre son boulot parce que l'IA va le faire. Bah non, chaque métier est spécifique, et donc si à chaque fois il faut coder une IA spécifique pour ce métier, en fait on n'est pas rendu, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis même sur ces tâches pour lesquelles elle est très très bonne, il ne faut pas perdre de vue qu'elle va se tromper, et que contrairement à nous, elle ne peut pas savoir qu'elle est en train de se tromper. Parce qu'elle est dans un processus de calcul sans capacité de sortir de la zone dans laquelle elle a été enfermée par la programmation. Donc quand ChatGPT me parle de la courbure des bananes, de la machine à courber les bananes, personne... il n'y a pas de moyen, sauf si on lui a programmé en lui disant « Non, non, il ne faut pas parler de bananes courbées sinon elle ne va pas savoir qu'elle est en train de raconter n'importe quoi. Quand mon système de mammographie se trompe sur une tumeur, le système ne va pas savoir qu'il a fait une erreur. Et donc il faut un expert humain, compétent, formé, capable de dire « Ah non, là, désolé, c'est pas une tumeur » ou « Ah non, là, les bananes, c'est pas comme ça que ça pousse ». OK. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors pour rentrer un petit peu dans les aspects un peu plus techniques, si on ouvre un peu le capot de l'IA, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors on peut voir des choses très intéressantes, mais comme il y a différentes formes d'IA, on va pouvoir une seule chose. Selon l'IA qu'on utilise, on va avoir des algorithmes, des méthodes très différentes. Donc dans tous les cas, il y a un point commun, ce sont des algorithmes. Hein, ce sont des méthodes de calcul structurées, organisées pour arriver à un résultat. OK. Un peu, enfin, c'est une sorte de recette de cuisine, quoi. C'est une recette, exactement. Un algorithme, l'algorithme, c'est la recette de cuisine des informaticiens. Hein, donc, casser les œufs, mettez-les dans le bol, touillez. Bah, nous, c'est pareil. On dit faire des additions, faire des multiplications, répéter, etc. Et on applique ça. Et donc, ces algorithmes vont prendre différentes formes selon la tâche qu'on a à résoudre. Donc l'algorithme qui permet de trouver le chemin dans le GPS de voiture n'est pas le même algorithme que celui qui permet de reconnaître une image de chaton sur Facebook, n'est pas le même que celui qui permet de chercher des pages web sous Google, et n'est pas le même que celui qui permet de générer du texte sous ChatGPT. Chaque algorithme va être différent. Après, les limites un peu de l'analogie avec une recette de cuisine, c'est que la recette, je la suis telle quelle. Et en fait, si je la modifie pas, elle va rester exactement la même au fil des années.
Heu, quand on parle d'apprentissage automatique, en gros, ça sous-entendrait que la recette est capable de se modifier elle-même, plus je la Alors, en pratique? fait, c'est là où il y a une confusion. C'est qu'on imagine, quand on passe de l'apprentissage, on pense à un petit enfant qui grandit, qui apprend. Effectivement, un enfant qui apprend, il modifie lui-même son programme, si on peut parler, enfin, on peut pas vraiment parler de programme, mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il modifie sa manière de raisonner, de concevoir le monde. Heu, L'apprentissage automatique, c'est pas de modifier la recette, c'est d'écrire, de faire écrire la recette automatiquement par la machine. Donc au lieu d'écrire moi-même une à une les règles de la recette qui sont pénibles, je vais lui donner un grand corpus qui contient toutes les recettes possibles de gâteaux et je vais lui dire maintenant fabrique-moi une recette de gâteau au chocolat. Et en utilisant toutes ces données, il va être capable d'écrire la recette du gâteau au chocolat. Mais donc, la recette, elle évolue pas. Elle a été écrite. Elle a été écrite en fonction des données. Si je change les données, j'aurai un autre résultat. OK. Mais c'est pas une recette qui se modifie toute seule. OK, je comprends. Donc là, si on retourne un petit peu dans le temps, la toute première IA, d'ailleurs le tout premier programme qu'on peut Mhm. qualifier d'IA, il remonte à quelle année? Est-ce qu'il y a un début de l'IA officielle? Alors, le début officiel, la première conférence scientifique sur l'IA, c'est la conférence de Dartmouth en 1956. Là, les premiers chercheurs ont dit, voilà, on va se réunir et on va appeler ça intelligence artificielle. OK. Je vous disais un petit peu avant, en 1950, le premier qui a cette idée, c'est Alan Turing. Et donc, avant de se suicider, il avait écrit cet article en disant est-ce qu'on pourra un jour faire des machines capables de résoudre des tâches que nous, on fait avec notre intelligence? Et voilà, 4-5 ans après, hein, les gens ont mûri un peu l'idée, ils ont dit bah, super, on va se retrouver tous ensemble. Et donc, ils n'étaient pas très nombreux, une vingtaine, hein, mais ils ont fait une première conférence de l'intelligence artificielle. Donc, 1956, c'est le début, c'est parti, on commence à faire de la recherche. Et les premiers algorithmes, donc typiquement l'algorithme qui permet de gagner aux échecs, il a été présenté dans une version qui ressemble beaucoup à ce que Deep Blue faisait en 1997. Hein. Il a été présenté en 1956. OK. Le tout premier programme qui permet de jouer aux échecs? L'algorithme qui permet de gagner aux échecs. Parce que jouer aux Ouais, échecs, ça oui. on peut faire, mais voilà, jouer bien aux échecs. Quoi, voilà. Et OK. donc ça, c'est 1956. Cet algorithme, en fait, il est plus ancien que ça. Hein. L'algorithme, il s'appuie sur le théorème du min-max, qui date de 1930. Donc d'avant l'existence des ordinateurs, on avait déjà pensé cet algorithme. Et ensuite, sa mise en œuvre en utilisant des techniques d'élagage pour optimiser l'algorithme, ce qu'on appelle voilà, la technique alpha-beta, elle a été présentée à cette conférence en 1956. Et après, bah, l'algorithme est resté un peu en l'état, puis finalement, ça a été utilisé par les ingénieurs d'IBM pour essayer de redonner un peu, de redorer le blason de l'IA dans les années 80-90, à une période où on était plutôt dans une phase de creux. Dans l'IA, il y a eu ce premier boom. 1956, on s'y lance. Années 60, c'est de la folie complète. Il y a des tas d'émissions à la télé, tout le monde parle que d'IA. 70, tout le monde y croit encore. Puis après, le soufflet est retombé. Et 80, 90, 2000, on était un peu dans le creux de la vague et les gens, ils y croyaient pas trop à l'IA. Et donc c'est à cette période qu'IBM a dit, mais regardez, on va vous montrer que ça marche. Et ils avaient pris l'algorithme, un algorithme très simple d'IA, et montré qu'on pouvait gagner aux échecs avec ça. Et du coup, l'algorithme en question, il consistait en quoi? Parce que pour gagner aux échecs, alors pour, m'y mettre depuis pas très, très longtemps, c'est quand même assez compliqué. Il y a des stratégies, il faut anticiper un certain nombre de coups. Alors l'algorithme, celui pour les échecs, hein, donc celui pas celui qui est utilisé aujourd'hui par AlphaZero, mais celui pour les échecs, cet algorithme-là, il utilise une idée assez simple, c'est que il est possible, théoriquement, si j'avais un temps de calcul infini, je pourrais calculer tous les coups possibles pour moi, puis tous les coups possibles de l'adversaire, puis tous les coups possibles pour moi à nouveau, etc., jusqu'à ce que la partie soit terminée. Et quand je déroule cette espèce d'univers de parties possibles, donc il y en a beaucoup des parties possibles, hein, je peux ensuite partir de la fin et dire, bah moi quand je joue, je veux maximiser mon score, et mon adversaire, quand il joue, il veut minimiser mon score. Il veut maximiser le sien, donc minimiser le mien. Et donc, si je repars de la fin, je vais chercher parmi tous les coups possibles le maximum, puis ensuite le minimum, puis ensuite le maximum, puis ensuite le minimum, jusqu'à revenir à mon point de départ, où là c'est à moi de jouer et je dois prendre le maximum. Cet algorithme, on l'a appelé min-max, parce qu'on fait min-max, min-max. Et cette idée, elle est assez simple, mais elle est impossible à réaliser en pratique, parce que le nombre de parties à explorer est beaucoup trop grand. Oui. Et du coup, l'idée des chercheurs en intelligence artificielle, c'est de dire, en fait, on n'a qu'à garder cette idée de l'algorithme, mais on va s'arrêter au bout d'un certain nombre de coups, par exemple 4, 5, 6 coups,
Et on va dire, là je m'arrête, j'ai suffisamment de parties, je ne peux pas en calculer plus parce qu'après je ne pourrai plus faire les minimums et les maximums, il y en aura trop. Mais avec ces parties-là, je peux déjà dire des choses sur cette partie. Le roi n'est pas menacé, la reine est au milieu, le fou a été sorti, les pions ont été capturés. Et donc je peux donner un score, et ça se fait facilement. Donc je peux calculer très rapidement un score, ce qu'on appelle une heuristique. Donc c'est une estimation approximative de la qualité du plateau. Et je dis, bah, parmi tous les plateaux, ce score, je vais prendre le maximum, du minimum, du maximum, du minimum, etc. pour choisir le coup que je joue. Évidemment, ça peut se tromper, puisque comme j'ai regardé que les plateaux 6 coups à l'avance, peut-être qu'au 7e coup, je me serais rendu compte que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, mais bah voilà, tant pis, j'ai été le plus loin que je pouvais. Et c'est avec cette technique, en faisant un supercalculateur capable de calculer des milliards de configurations à la minute, que IBM a réussi à battre Kasparov dans les années 90. Et alors là, on parle de jeu d'échecs, mais derrière, il y a aussi un second exploit qui a été fait quelques années après sur le jeu de Go. Oui, complètement différent, avec une technique complètement différente. Pourquoi il y a une telle différence entre le jeu d'échecs et le jeu de Go? Alors c'est dans la taille des possibilités. Aux échecs, si vous calculez 6 coups à l'avance, vous avez globalement quelques centaines de milliers ou de millions de parties à regarder. Donc c'est beaucoup, mais c'est faisable. Ouais. Au Go, si vous calculez 6 coups à l'avance, vous avez des milliards de parties à regarder, et donc c'est inaccessible. On ne pourra pas trouver un ordinateur qui calcule assez vite, et 6 coups à l'avance, au Go, ça ne vous donne rien du tout. C'est-à-dire qu'aux échecs, 6 coups à l'avance, bon, on ne gagne pas beaucoup, mais c'est quand même déjà mieux que rien. Au Go, 6 coups à l'avance, c'est une telle richesse, le jeu de Go, je ne sais pas si vous avez pratiqué, que c'est impossible de fonctionner comme ça. C'est pour ça que dès les années 90, les chercheurs qui essayaient de faire de l'IA pour le jeu de Go, avaient utilisé une autre technique, qui était une technique qui consistait pas à calculer comme ça le min-max tous les coups à l'avance, mais qui consistait à jouer des parties au hasard. Donc on appelait ça des techniques de type Monte Carlo, comme le casino de Monte Carlo, et on jette des pièces au hasard, et on en fait beaucoup, et après on regarde un peu en moyenne quelles sont les pièces qui ont mieux marché, et on dit, bah, a priori, par là, ça devrait pas être trop mal. Okay. Et la technique des réseaux de neurones a été utilisée dans les années 2000, 2010, pour améliorer cette exploration aléatoire, et c'est ce qui a donné AlphaGo, qui a effectivement battu à plate couture Lee Sedol en 2016. Et quand je dis battu à plate couture, c'est vraiment impressionnant. Il joue des coups qu'aucun être humain n'avait jamais vus dans sa vie, et qui sont imparables en fait. Le coup numéro 37 est un cas d'école, c'est un peu comme le mat du berger aux échecs, on perd dès le début de la partie, c'est pas très drôle, et AlphaGo a fait ça, et Lee Sedol s'est retrouvé voilà, un peu gros Jean comme devant, en disant bah, c'est foutu, j'ai perdu, je sais pas quoi faire, et on est qu'au début de la partie. Okay. Donc voilà. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de similitude avec l'humain, AlphaGo est très bon pour jouer au Go, mais il joue pas au Go comme un être humain. Parce que le jeu de Go, c'est un jeu asiatique, dans lequel donc, la culture asiatique est beaucoup basée sur le fait de ne pas faire perdre la face à l'autre. Et quand on joue au jeu de Go, si on est un très bon joueur, on gagne avec 2-3 points d'avance. On gagne fair play. Okay. AlphaGo, il ne sait pas faire ça. Soit il perd, soit il vous écrabouille. Et c'est là où on voit que ce n'est pas un être humain. Alors, donc là, on a fait un petit peu le tour avec les premières IA qui étaient vraiment intéressantes. Est-ce qu'il y a eu une année qui était vraiment décisive dans l'IA, parce qu'en fait, là, on se rend compte que les performances des algorithmes aujourd'hui n'ont rien à voir avec les premiers algorithmes qu'on avait à une époque. Est-ce qu'il y a eu une année qui était un peu charnière? Alors, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'année charnière, mais ça, c'est le cas de toute la recherche. Hein. Quel que soit le domaine de la recherche scientifique, c'est assez dur de caractériser vraiment l'année clé. Il y a des gens qui vous diront, bah, E égale MC2, c'était l'année clé, et puis en même temps, on voit bien que E égale MC2 tout seul, ça ne permet pas de faire toutes les découvertes qu'on a fait après dans le nucléaire civil ou dans le nucléaire militaire aussi. Il y a des gens qui vont dire, bah, finalement, c'est Alain Aspect là, qui nous a montré que les neurones, ils étaient intriqués. Les neurones, pardon, ça c'est moi qui fais trop de dire. Pardon. Les électrons, ils étaient intriqués. Les photons, ils étaient intriqués. Et ben, en fait peut-être, oui, alors, c'est une date importante, et puis peut-être que c'est plus tard. Donc c'est un peu pareil pour l'histoire de l'IA. C'est une science, et comme dans toutes les sciences, il y a plusieurs dates. 56 est une grande date, 1950 est une grande date, ça j'en ai déjà parlé. Mais on vient d'avoir le prix Nobel de physique qui a été donné à l'inventeur de l'algorithme de rétropropagation qui permet de faire des réseaux de neurones aujourd'hui. Et ça, c'est années 80. Et puis, on a eu avant le prix Turing qui avait été donné à Bengio, Lequin, pour leurs travaux sur les réseaux convolutionnels. Et ça, c'est les années 90 et 2000. Et puis, finalement, ChatGPT,
Le moment clé, je dirais, c'est quand il y a eu cet article sur l'attention, le mécanisme d'attention qui a permis de sortir des réseaux récurrents et de faire un système, enfin, un système avec attention qui voilà, marche très très bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas une seule date où on peut dire là c'est le moment où tout a basculé. Ouais. Il y a plusieurs dates, plusieurs découvertes qui, combinées entre elles, arrivent à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est le succès de l'IA. OK. Pour aller un peu plus sur la vie quotidienne, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se méfier un peu de ChatGPT, alors pour beaucoup de raisons, mais à se méfier de l'intelligence artificielle, alors que quand on regarde dans le détail, elle est déjà plus ou moins partout autour de nous. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut que les auditeurs comprennent bien. L'intelligence artificielle, elle est déjà là, et depuis longtemps. On a parlé tout à l'heure du GPS de voiture. Tout le monde utilise un GPS de voiture, même quand on n'a pas de voiture, hein, quand on est piéton aussi, on s'en sert. Et ça, cet algorithme, l'algorithme du GPS, il date des années 60. Et il est utilisé en pratique depuis le début des années 2000, je pense, par à peu près tout le monde dans son smartphone. Mais bien avant ça, quand on envoie des cartes postales à ses grands-parents pendant les vacances, hein, les systèmes de lecture de codes postaux, on écrit le code postal à la main, mais c'est des machines qui lisent le code postal pour envoyer les lettres automatiquement dans les bonnes cases. Avant, c'était fait par des facteurs, c'était un peu fastidieux. Là, c'est fait par des machines. Alors, les facteurs, il faut qu'ils vérifient quand même qu'il n'y a pas d'erreur sur le code postal quand ils distribuent la carte. Et en fait, ça s'est utilisé depuis les années 90 dans toutes les postes du monde. Et puis, avant ça, les grues de chantier, hein, elles utilisent des mécanismes, des contrôleurs flous, donc c'est un algorithme d'IA qui date des années 60, pour faire en sorte que les déplacements du bras soient pas trop violents pour éviter que les blocs de béton se baladent à droite à gauche, sinon ça a des effets, enfin c'est pas terrible quand on veut construire une maison. Et du coup, ça c'est des algorithmes d'IA qui sont utilisés depuis les années 80. Et vous voyez, depuis les années 80, on a de l'IA dans notre vie quotidienne. Simplement, on n'en est pas vraiment conscient. Là, ce qui a rendu tout le monde un peu conscient de ça. Alors, il y a eu déjà le boom AlphaGo où les gens se sont dit, ah, quand même, l'IA, elle gagne vraiment. Et elle gagne en trouvant des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors ça, c'était un peu impressionnant. Et puis après, il y a eu effectivement ChatGPT où c'est non seulement l'IA, elle nous parle, mais en plus, on a l'impression qu'elle nous comprend. Et là, il y a un effet waouh qui est vraiment impressionnant. Mais en fait, on utilisait de l'IA. Pareil, Google, c'est de l'IA. Quand on fait une recherche, en disant, trouve-moi les pages web qui contiennent tel mot, ça utilise un algorithme d'IA. C'est vrai que ce qui perturbe pas mal, et vous l'avez dit juste avant, c'est que l'IA ne comprend pas ce qu'on dit en fait, ne comprend pas en fait ce qu'on lui formule. Et pourtant, quand elle répond, c'est des réponses qui paraissent cohérentes et liées à ce qu'on leur a demandé. Alors, moi, je suis très embêté avec cette notion de comprendre, parce que, bon, je pense que la machine ne comprend pas, elle traite des données, mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Comprendre, ça veut dire attribuer un sens. Mmh. Et quelque part, les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui essayent d'une certaine manière d'attribuer une forme de sens aux signaux qu'on leur envoie. Mais même avant les réseaux de neurones qui sont aujourd'hui très populaires, hein, dans mes collègues qui faisaient du traitement automatique des langues dans les années 90, ils essayaient à partir d'un signal audio ou texte de créer des représentations informatiques qui, quelque part, étaient une forme de sens attribué à la phrase. Donc, est-ce qu'on doit dire que la machine comprend ou ne comprend pas? Elle ne comprend pas par elle-même, mais en tout cas, elle essaie de construire quelque chose qui a un sens, qui représente le sens de la phrase ou du texte. Et là où on a fait un énorme progrès à la fin des années 2010, avec les modèles d'attention, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que la machine automatiquement fabrique des représentations sous forme de vecteurs, sous forme de nombres, enfin d'ensemble de nombres, de n'importe quoi. Donc un mot, un groupe de mots, une phrase aussi longue qu'on veut, on arrive à projeter ça dans un espace vectoriel, donc dans un point, un ensemble de nombres qui représente le sens pour la machine. Donc c'est pas un sens au sens de l'humain, hein, mais qui est le sens capturé par la machine associé à ces mots. Et c'est en utilisant ces sens et en les mettant les uns derrière les autres qu'elle arrive ensuite à refabriquer des textes qui font sens, à refabriquer des images qui font sens pour nous. Parce qu'en fait, elle a capturé ce que nous mettions comme sens sous forme de nombre, et elle nous le restitue dans le format qui est le nôtre. Est-ce qu'après, on appelle ça de la compréhension? Je vais faire une analogie avec les êtres humains, et je serai très prudent. De manière générale, je n'aime pas faire d'analogie entre l'humain et la machine, parce que je voudrais bien que les auditeurs aient en tête que l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Mais
là, il faut quand même faire ce parallèle. Quand je vous parle, l'air transporte mon signal qui est reçu par vos oreilles, qui sont transmis dans votre cerveau, et vous construisez dans votre cerveau une représentation sous forme de signaux électriques, enfin voilà, de réactions de votre cerveau, de ce que vous avez perçu par rapport à ce que j'ai dit. Et peut-être que votre perception du sens du mot arbre n'est pas le même que celle que j'ai moi dans mon cerveau. Mais on arrive à être suffisamment alignés tous les deux sur ce que c'est que arbre pour que quand on en parle, dans la conversation, vous comprenez ce que je dis quand je parle d'arbre, et moi je comprends quand vous le dites. Et ben c'est un peu pareil avec ChatGPT. Il essaye de faire une représentation qui fait suffisamment de sens pour que quand il nous la restitue, on y retrouve les éléments qu'on avait transmis dans les données sur lesquelles il a été entraîné. Et il y arrive très bien, c'est ce qui fait qu'on a à ce point l'impression de parler à un être humain. Mais c'est que de la simulation. Il simule le fait qu'il va nous restituer quelque chose qui faisait sens pour un humain. Il n'y a pas de sens, au sens où nous on l'entend, pour la machine. Il y a une représentation mathématique qu'il a stockée et qu'il est capable de nous restituer. Il y a un mot dont on entend de plus en plus parler en ce moment, c'est les agents autonomes. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Alors c'est beaucoup de choses, les agents autonomes. Ça fait longtemps que la communauté scientifique travaille dans le domaine de ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Et donc c'est l'idée que, c'est une idée assez simple, qui est importante pour l'intelligence artificielle, mais qui était importante aussi pour l'informatique en général. L'idée que si je peux décomposer le problème en sous-tâches, ça va être plus facile de résoudre chacune des tâches séparément, et qu'en en mettant ensemble mes différents agents, ils vont réussir à accomplir ensemble une tâche plus grande que ce qu'ils ont fait chacun individuellement. L'analogie qu'on donnait souvent aux étudiants quand on enseigne les systèmes multi-agents, c'est les fourmis. Chaque fourmi fait un truc pas très très intelligent, mais ensemble ça forme une fourmilière, et une fourmilière c'est quand même vachement sophistiqué. Et si je reviens à l'informatique, il faut voir qu'il y a une propriété très intéressante, c'est l'informatique est constamment confrontée à ces problèmes de complexité. Donc quand vous avez un problème, il faut un certain nombre d'opérations pour le traiter, et ce nombre d'opérations il est souvent exponentiel dans la taille de l'entrée. Donc si vous arrivez, vous avez une entrée, je vais prendre un exemple mathématique, imaginons que ma fonction c'est la fonction carré, donc j'ai une entrée de taille 1000, et ben en sortie, je vais avoir une sortie de taille 1000 fois 1000. D'accord, donc ça c'est beaucoup. Mais si maintenant, au lieu d'avoir une entrée de taille 1000, j'ai 10 entrées de taille 100. En sortie, je vais avoir 10 sorties de taille 100 fois 100. Et 10 fois 10 000, c'est beaucoup plus petit que 1000 fois 1000. Okay, d'accord, ouais. Vous voyez les différences? Ouais. Et donc là, j'ai vachement gagné. C'est-à-dire que j'ai réussi, si j'arrive à faire ça, c'est pas toujours évident, si j'arrive à faire des agents qui vont décomposer mon problème, le résoudre chacun séparément et ensuite rassembler pour faire mon résultat, là, je gagne vachement en temps de calcul, en performance et peut-être en précision. Donc aujourd'hui, dans l'IA, on essaye de reprendre cette idée, et c'est ce qu'on appelle des IA agents, ou des, voilà. Ça c'est tout ce domaine autour des agents. Après, l'agent autonome, c'est encore autre chose. La notion d'autonomie, elle est venue très très tôt quand on a fait de l'IA avec des agents. On s'est dit, ça serait super si les agents pouvaient prendre des décisions sans avoir à recevoir des nouvelles informations de notre part. Donc souvent, les systèmes d'IA tels qu'ils étaient pensés dans les années 80, il y avait de l'interaction avec l'utilisateur, ce qui fait sens, hein, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'IA puisse toute seule, spontanément, décider de faire ci, de faire ça, peut-être même de demander à l'utilisateur quelque chose quand elle en a besoin, mais donc de fonctionner pas uniquement en mode réactif, pas uniquement en mode je te donne une instruction, tu me donnes une réponse, mais en mode autonome, c'est-à-dire qu'elle tourne toute seule, et puis quand il y a besoin, elle nous sollicite, elle nous transmet des informations. C'est un peu le rêve de le robot intelligent qu'on a dans les films de science-fiction, qui n'a pas besoin qu'on lui demande de faire des choses, il le fait spontanément. Et comme on dit d'ailleurs d'un enfant, il est autonome. Donc c'est de là que vient cette idée d'agent autonome, et donc longtemps les chercheurs ont essayé de faire des agents autonomes, on n'y est toujours pas. Quand on parle de véhicule autonome, c'est encore autre chose. Là, on est dans l'idée que le véhicule peut conduire sans l'intervention d'humain. Donc, il est autonome. Mais dans tous ces cas, il faut bien voir que l'autonomie n'est qu'une illusion. La machine ne fait que reproduire des décisions qui sont celles qui sont programmées dans son système, ou qu'elle a programmées elle-même à partir des données, mais ce qui revient au même. Donc, elle ne fait que reproduire des décisions humaines. Dans tous les cas, il n'y a jamais d'agent ou de véhicule ou d'IA complètement autonome. L'IA se contente de reproduire ce pourquoi elle a été programmée. Mais on essaye de faire des IA de plus en plus autonomes ou de plus en plus
donnant cette illusion d'autonomie qui est celle dont nous avons envie. J'aimerais bien que ChatGPT, quand je suis en train de travailler, s'allume spontanément et me dise « Ah, au fait, si tu veux, j'ai la réponse à ton problème, c'est pas besoin de chercher. » Ouais. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais voilà, c'est ça l'idée de l'IA autonome. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension d'intention et de désir derrière l'idée d'autonomie? C'est-à-dire que moi, ce qui me rend autonome, c'est le fait de vivre dans un contexte, d'avoir des besoins et du coup d'avoir une volonté. Exactement. Alors, les chercheurs qui ont travaillé sur ce domaine des systèmes multi-agents et des agents autonomes, dans les années 90, ça date de cette période-là, c'est le moment où 3 disciplines de l'informatique, donc l'IA, les systèmes distribués et le génie logiciel, se sont rencontrés et on dit tiens, faut qu'on développe quelque chose, on va appeler ça agent, système multi-agent et agent autonome. Et donc ça a donné toute une communauté qui a beaucoup fleuri depuis, enfin c'est beaucoup développé, a beaucoup prospéré depuis. Et cette communauté s'est basée dès le début sur les travaux d'un chercheur qui s'appelait Bratman et qui disait en fait l'autonomie repose, comme vous l'avez dit à l'instant, sur la notion de but et d'intention. Donc il a proposé un paradigme qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui est le paradigme BDI. B c'est pour belief, ça veut dire croyance, D pour desire, ça veut dire but, et I pour intention, on pourrait traduire par plan. Et donc, ou intention en français. Et le modèle BDI, c'est l'idée que les agents vont avoir un ensemble de connaissances ou de croyances à propos du monde, vont avoir un certain nombre de buts, et ils vont percevoir leur environnement, mettre à jour leurs croyances, regarder par rapport aux buts ce qu'il faut faire, et donc décider d'une action à réaliser, d'une intention à réaliser dans leur environnement pour modifier l'environnement de manière à satisfaire leurs buts. Et cette boucle perception, décision, action, se reproduit comme ça sans s'arrêter, et c'est ce qu'on appelle un agent, et donc ce qu'on appelle un agent autonome, puisqu'il est dans un environnement, et à partir de ses perceptions, de ses croyances et de ses désirs, il va fabriquer des intentions. D'accord. Et ça date des années 90, et ça continue de se développer encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des recherches sur le fait d'implanter une émotion, une gestion d'émotion à l'IA? Alors ça, c'est encore un autre domaine, mais effectivement, l'être humain, par nature, bon, bien avant, enfin, Aristote avait dit l'être humain est un animal social, mais en fait, par social, il voulait dire politique. Mais si on revient plutôt à Darwin, Darwin a montré, dans un de ses articles fondateurs sur la théorie de l'évolution, que l'être humain était un animal émotionnel. En fait, l'être humain est un animal socio-affectif. C'est-à-dire, dans notre construction biologique, suite à toutes ces années d'évolution, nous sommes des animaux pour qui les émotions et les comportements sociaux sont fondamentaux. Donc, quand on a fait les premiers systèmes d'IA, c'était compliqué de faire des émotions, donc on a un peu retiré cette branche-là, et donc on avait des systèmes d'IA assez froids. D'ailleurs, les premiers robots qui sont représentés, ils n'ont pas d'émotion, typiquement. Le robot, il est froid, il n'a pas d'émotion, et c'est parce que ça traduit juste que les informaticiens à l'époque ne savaient pas faire ça. Donc on faisait déjà des choses qui marchaient, avant de faire des choses qui marchaient, en plus avec des émotions. Et progressivement, les chercheurs de la discipline se sont dit, mais c'est vraiment dommage parce que pour l'être humain, on a besoin de cette composante socio-affective. Et à la fin des années 90, il y a une chercheuse, Rosalind Picard, qui a écrit un livre qu'elle a intitulé Affective Computing, donc informatique affective. Et elle a dit, ça serait vraiment bien qu'on arrive à développer des mécanismes pour percevoir les émotions des gens, pour raisonner en prenant en compte ces émotions et pour exprimer en retour aussi des comportements émotionnels. Donc le chatbot, si vous lui dites « Ah, je suis triste parce que ce matin j'ai perdu ma grand-mère », il ne faut pas que vous répondiez en disant « Quel est votre numéro de sécu ?» Voilà. Il faut qu'il réponde « Je suis vraiment désolé pour vous. » Et vous voyez, c'est cette boucle qui prend en compte les émotions et qui est capable aussi d'en exprimer, pour de faux. Ça reste de la simulation. Quand la machine dit « Je suis désolé pour vous », elle n'est pas désolée pour vous. Elle produit des textes qui, pour nous, font le sens de l'empathie, dans mon exemple, et donc c'est cette empathie qu'on reçoit qui nous est agréable et qui permet d'interagir bien avec le système. Donc depuis la fin des années 90, le début des années 2000, les chercheurs en informatique affective ont essayé de développer tout un tas d'outils pour faire des systèmes qui prennent de plus en plus en compte cette dimension socio-affective. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des chatbots capables d'exprimer verbalement, mais aussi avec le non-verbal, donc avec une représentation physique, des émotions qui ressemblent à celles d'un être humain. Donc là, l'idée n'est pas tant de permettre à une machine de ressentir des émotions, mais de faire en sorte que la machine calque nos émotions
Ce qui nous permet d'être en Exactement. Alors la machine ne ressent pas d'émotion. Ça, il faut vraiment ouais, avoir ça en appuyer tête. dessus. La machine, elle a pas peur, elle est pas triste, elle est pas joyeuse. Ça, c'est des trucs typiquement humains qui sont liés à notre corps, hein. Nous, en fait, quand on est joyeux, c'est pas un phénomène calculatoire comme un ordinateur. On a analysé la situation, on a raisonné dessus et on a décidé du coup qu'on allait être joyeux. Et après, on rit. C'est dans l'autre sens que ça se passe. La situation arrive, tout notre corps est bouleversé, on réagit avec notre corps. Et après, on dit «Ah, je suis joyeux». Et ça vient dans un deuxième temps. Donc, évidemment, avec la machine, on ne peut pas faire ça. Elle n'a pas de corps, donc elle ne réagit pas, elle voit des entrées, elle fait son calcul. Et du coup, elle dit «Bon, joie, donc exprimons de la joie». Mais ça marche parce que nous, l'être humain, on est prêt à recevoir cette illusion d'émotion. Donc, on est prêt à accepter cette expression en disant «c'est comme si la machine était joyeuse, était empathique, était triste, avait peur». Et on va recevoir ça et on va y réagir avec toute notre personnalité, tous nos comportements socio-affectifs. Donc la machine ne ressent pas d'émotions, mais elle est capable de les simuler très bien, de simuler très très bien les comportements socio-affectifs. Et ça peut être utilisé dans tout un tas d'applications, en particulier, ça a été beaucoup utilisé au début des années 2000 pour faire du coaching social, donc aider les gens qui avaient du mal dans les interactions sociales à s'entraîner sur une machine, ce qui est beaucoup moins difficile que de s'entraîner avec des humains. Donc c'est comme le punching ball, hein. Si vous voulez faire de la boxe, c'est plus facile avec un truc qui Ouais. bouge pas que face à un gars qui court sur tout le ring. Bah là c'est pareil, on s'entraîne face à une machine, du coup bon, on commence à comprendre un petit peu mieux comment agir, et les autistes ont été particulièrement une population qui est particulièrement intéressée par ce genre d'approche, et ça permet ensuite de développer des comportements sociaux, d'être un petit peu plus à l'aise. On avait fait dans les années 2010 des travaux avec des collègues autour des entretiens d'embauche, hein. On a des gamins qui sont pleins de potentiel, qui sont super intéressants, qui ont plein d'idées, et quand ils passent un entretien d'embauche, ils se regardent les chaussettes, ils tordent leurs doigts, et c'est la catastrophe. Ouais. Et on leur montrait qu'en s'entraînant avec la machine, ils arrivent à s'ouvrir, à 2-3 entraînements, ça suffisait, et après, face à un vrai humain, bah, ils n'avaient plus de problème, ils y arrivaient. Et donc ça a été des applications concrètes de l'intelligence artificielle affective dans les années 2000-2010. Et puis aujourd'hui, on va être sur d'autres types d'applications qui prennent en compte les émotions, et en particulier sur les chatbots, hein. De plus en plus, on essaye d'intégrer les dimensions émotionnelles. Je reprends l'exemple de la grand-mère, mais quand on a un chatbot en ligne, on voudrait qu'il soit un peu empathique. Et on n'a pas envie d'avoir juste un chatbot qui répond bêtement en suivant un script. Sur un autre sujet, on nous parle aussi souvent de biais dans l'IA. Comment est-ce qu'on peut, déjà expliquer ce qu'est un biais algorithmique et comment ça se fait qu'il se glisse des fois dans les IA qu'on utilise? Alors, on va parler de biais quand l'IA reproduit, enfin fait une différenciation dans le traitement de ses entrées. Et cette différenciation, elle peut avoir plusieurs sources. Alors, je vais donner un exemple très concret. Je fais un système d'intelligence artificielle qui doit sélectionner des CV pour un métier donné. Je lui donne un métier comme programmeur, informaticien, et mon intelligence artificielle écarte systématiquement une grande majorité des candidats de femmes et me préfère les candidats masculins. Et là, on va dire, en fait, ça c'est un biais, c'est pas quelque chose que je voulais. Je voulais pas qu'il écarte les filles parce que c'est des filles, je voulais qu'il écarte les gens quand ils n'ont pas le bon CV. Et il va m'écarter des bons candidats, mais parce que c'était des filles. Donc là, il a un biais, clairement, c'est-à-dire qu'il ne traite pas les données avec l'objectivité que j'espérais qu'il traiterait. Après, ce biais, il peut avoir différentes sources. Le biais algorithmique peut venir de la manière dont le système a été programmé. Oublions quelques instants que aujourd'hui la plupart des systèmes d'IA utilisent de l'apprentissage automatique. Prenons des systèmes déjà à base de règles. Quand on écrit des règles, on introduit des biais qui sont en gros la manière dont on perçoit le monde. Un exemple que j'aime bien donner, hein, c'est le dilemme du tramway, qui est un dilemme, enfin un jeu de pensée, hein, évidemment, ça correspond qu'à une situation réelle, où il faut choisir entre sauver une personne, mais peut-être en sacrifier 4, ou pas sauver la personne. Et si on essaye de résoudre ce problème, on va écrire dans le programme une règle, on va donc prendre une décision, soit écraser la personne, soit la sauver et donc peut-être sacrifier 4 autres. Et cette décision, on a introduit un biais en faisant ça. Donc déjà, quand on programme, on met des biais. Le fait qu'aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ans, hein, mais aujourd'hui 80% des programmeurs sont des hommes, fait qu'il y a des biais de genre, parce qu'il y a forcément une manière de programmer qui prend en compte la manière dont les garçons pensent, et qui oublie parfois peut-être comment les filles auraient pensé dans la même situation.
Donc ça, c'est un biais très connu, mais pareil, on sait que les programmeurs sont majoritairement blancs, donc il y a aussi un biais racial, enfin, il y a des biais de ce type-là dans la programmation. Et après, il y a des biais dans les données. Donc si je reprends mon exemple du système qui retrouve, enfin qui sélectionne des CV pour un programmeur, ce système, je vais l'avoir par exemple entraîné sur un jeu de données. Donc j'ai passé mon système, j'ai passé plein de CV à mon système pour lui apprendre à détecter les bons CV et les mauvais CV. Et il se trouve que dans mon jeu de données, bah, j'ai pris les employés de la boîte et du coup il y avait plus de garçons que de filles. Et donc statistiquement, il y avait quand même plus de chances que quand on recrute un informaticien, ça soit un garçon. Et du coup, la machine a appris que finalement, l'indice garçon était peut-être un bon indice de programmeur. Ok. Donc, parce qu'elle s'est mal entraînée sur les données, elle a introduit un biais qui, de fait, était déjà présent dans les données que je lui ai fournies. Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, il y a plein d'exemples qui circulent sur Internet. Hein. Il y a tout un tas de langues où il y a des neutres. Alors, en français, il y a peu de neutre, c'est plutôt le masculin qui joue le rôle du neutre, mais il y a des langues où il y a du neutre, et quand on lui donne une phrase du genre « il ou elle regarde la télé », il va dire « il regarde la télé », et quand on dit « il ou elle s'occupe des enfants », il va dire « elle s'occupe des enfants ». Et ça, c'est parce que dans les données d'entraînement, bah, souvent c'était les femmes qui s'occupaient des enfants, et c'était les hommes qui regardaient la télé. Vous voyez qu'on arrive à reproduire des biais qui sont en fait nos biais à nous. Et donc ça, ces biais, ils sont présents soit dans les données, soit dans la programmation. Après, en informatique, on essaye de débiaiser. Donc il y a différentes manières de débiaiser. Soit on change la manière dont on a programmé, soit on travaille sur les données, soit on travaille à la sortie en disant il faut corriger la sortie pour retirer le biais. Donc après, c'est différentes techniques de programmation qui peuvent être mises en œuvre. Mais c'est vrai que ça, c'est, je trouve extrêmement important à comprendre parce que j'ai fait aussi le test avec ChatGPT. Je lui ai posé des fois des questions identiques, mais j'ai posé ma question dans des langues différentes. C'est-à-dire que j'ai posé une question, mais je l'ai formulée en anglais, en français, etc. Des questions sur plein de domaines, donc des fois très scientifiques, des fois plutôt économiques. Et j'avais des réponses différentes en fonction de la langue initiale dans laquelle je posais ma question. Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, effectivement, il y a un biais, peut-être lié aussi aux données d'entraînement, parce que je pense que les corpus de texte avec lesquels on a fait des entraînements, en fait, étaient aussi chargés de ce biais. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que c'est d'autant plus important de comprendre les limites de l'IA, parce que si on tient l'IA comme vraie, une source de vérité absolue, en fait, on fait que s'imprégner davantage des biais qui... Alors c'est tout à fait vrai, et dans l'exemple que vous citez, si je pose la même requête dans des langues différentes, on peut estimer qu'il est fort probable que le biais provienne des données. Mais dans ChatGPT, il y a un biais dont on n'est pas conscient, qui est ce qu'on appelle le contexte, le pré-prompt, qui n'est pas fourni, hein, que OpenAI garde jalousement, qui est la centaine de pages, c'est des dizaines de milliers de mots, hein, qui sont fournis avant la requête que nous on met, pour obtenir la réponse et le bon comportement de ChatGPT. Mais il y en a dans tous les agents conversationnels. DeepSeek, qui a défrayé la chronique récemment, quand on lui écrit « Parle-moi de ce qui s'est passé en 1989, place Tiananmen », répond « Parlons d'autre chose, s'il vous plaît ». Donc c'est bien que dans le contexte, les gens ont mis « On ne parle pas des sujets qui fâchent ». Mais donc il y a un biais culturel, et là, c'est pas un biais de données, c'est un biais qui a été programmé à la main, volontairement dans le cas que je viens de citer, mais il y a aussi des biais, donc ChatGPT, on dit souvent il est un peu obséquieux, il dit toujours qu'on a raison même quand on dit n'importe quoi, mais c'est parce que dans ce contexte, on lui a dit de se comporter comme ça. Donc on a biaisé le comportement de l'IA pour qu'elle soit conforme à ce que un Américain qui a conçu le système pense que les gens vont s'attendre. D'accord, donc il y a des enjeux qui sont quand même assez importants, qui sont plutôt d'ordre politique au type d'IA conversationnelle qu'on utilise pour avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Exactement. C'est ça, un gros problème, c'est le titre d'un des livres que j'ai écrit avec Laurent Bibard. L'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas vraiment une question technologique. C'est plutôt une question de philosophie politique. C'est-à-dire qu'il va falloir... C'est là, on a cette technologie, elle avance, elle fait des tas de choses merveilleuses, mais ça reste un outil. Et cet outil, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et donc il faut à un moment que, politiquement, on s'en empare, et on voit bien que selon les continents, selon les cultures, on s'en empare pas de la même manière. En Europe, on met des règles parce qu'on dit qu'il faut faire attention à ce que ça a à faire. Aux États-Unis, on laisse faire et puis on dit on verra bien après. En Chine, on dit on confie à l'État, c'est l'État qui va décider. Vous voyez, selon les cultures,
décide d'aborder l'usage de l'IA de manière très différente. Et ça, c'est éminemment politique, c'est pas du tout technologique. D'accord. Alors donc pour retourner un petit peu, sur, de la technique, par rapport au réseau de neurones, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors je ne sais pas si on peut rentrer un petit peu On dans le peut expliquer un réseau de parce neurones, que c'est assez facile à comprendre en fait. OK, Un réseau de neurones, faut imaginer une gigantesque table de mixage avec plein de boutons. Des milliards de boutons, hein, on parle de beaucoup, beaucoup de boutons. Et il faut imaginer, en entrée, on a le signal. Alors, les signaux en informatique, c'est des nombres, hein, mais on a un signal qui arrive, et en sortie, on veut la bonne réponse. Par exemple, mon signal, ça peut être les pixels de mon image. En sortie, je veux savoir si c'est un chat, un chien, un éléphant ou autre chose. Et la théorie des réseaux de neurones dit que si j'arrive à trouver la bonne position pour tous les boutons, donc il y a plein de boutons à régler, si je trouve la bonne position pour tous les boutons, j'aurai statistiquement la bonne réponse dans 99,9% des cas. Et l'apprentissage automatique, bah, c'est une méthode itérative qui bouge tous les boutons. On montre une image, on regarde le résultat, on bouge un peu les boutons, on remontre une image, on regarde le résultat, on rebouge un peu les boutons, et on fait ça des milliers, des milliers, des milliards de fois. Et à la fin, bah, globalement, les boutons sont à peu près dans la bonne position, et donc globalement, ça sort à peu près le bon résultat. C'est ça un réseau de neurones. OK. Donc l'entraînement du réseau de neurones, c'est ajuster chaque réglage de chaque bouton Exactement. pour avoir le meilleur Exactement. résultat? Les boutons, ce sont ce qu'on appelle les poids, en fait un neurone artificiel. Pour là, si on rentre un peu dans la technique, hein, un neurone artificiel, c'est une somme pondérée. Donc vous avez votre entrée, vous multipliez chaque valeur en entrée par un poids, vous faites la somme, et vous regardez, vous passez ça par une fonction éventuellement, et vous regardez si le résultat que vous obtenez est plus grand ou plus petit qu'une certaine valeur qu'on appelle un biais. D'ailleurs, le terme biais est là aussi, mais c'est pas le même biais. Et du coup, vous avez, comme les boutons, c'est les différents poids, plus la valeur de sortie, le biais. Et donc, vous avez donc, si vous avez 1000 entrées, vous avez 1000 boutons plus le biais, donc 1001 boutons pour chaque neurone. Et vous mettez plein de neurones en couches, les unes derrière les autres, qui font des additions, des multiplications, qui sortent un résultat, qui est passé à la couche d'après, vous bouclez là-dessus. Donc à la fin, ça fait des milliards de boutons. Et il se trouve qu'on s'est prouvé que mathématiquement, il est possible, en théorie, d'approximer n'importe quelle fonction non linéaire avec un réseau de neurones de ce type-là. Donc on peut, en gros, obtenir théoriquement n'importe quel résultat à partir correct, hein, à partir des bonnes positions. Le tout, c'est de trouver les bonnes positions. Et comme il y a des milliards de boutons et des milliards de valeurs pour ces boutons, bah, c'est pas possible de tout essayer, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc on essaye de régler, on a des algorithmes pour régler, ça c'est l'algorithme d'apprentissage automatique, et c'est pour ça justement que l'algorithme de rétropropagation qui a été inventé en 1986 a donné lieu à un prix Nobel de physique cette année, parce que justement c'est un algorithme qui a permis d'optimiser un peu la manière dont on réglait les boutons. Avant les boutons, c'était compliqué à régler, donc du coup ça marchait pas très bien. Là, on a fait des grands progrès dans les années 80, et puis après, on a fait aussi d'autres progrès dans les années 2000, enfin 90, 2000, 2010, en changeant un peu la manière dont les boutons étaient organisés. Donc là, le prix Nobel, c'était cette année? C'est cette année, le prix Cette Nobel de année. physique de cette année. OK, donc c'est assez récent. Oui, après, c'est des travaux qui datent, enfin, comme souvent les prix Nobel, hein, c'est des travaux qui datent de 30 ans avant, enfin, 20 ans Ouais. avant. Non, en l'occurrence, là, 30 ans avant. Est-ce que là, il y a des branches, en recherche en intelligence artificielle qui vous semblent prometteuses dans les années à venir? Alors, c'est difficile de prédire l'avenir. En tant que chercheur, moi, je suis pas très bon Mmh. en boule de cristal. Non, mais c'est vrai. À chaque fois que j'ai prédit un truc, ça s'est pas avéré vrai. Donc, j'avais dit les DVD, ça marchera pas. Finalement, ça a super bien marché. Donc bon, faut pas trop compter sur mes On prédictions. fera l'inverse de votre prédiction. Voilà, on fera l'inverse de la prédiction. Non, mais plus sérieusement, il y a des sujets aujourd'hui qui sont des sujets très chauds en IA, qui sont difficiles, et donc on sait que dans les 10-15 prochaines années, c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Il y a l'IA explicable et personnalisable. Hein, aujourd'hui, l'IA à base d'apprentissage automatique, elle marche très bien, mais elle est difficilement explicable et elle est difficilement personnalisable. Parce qu'en gros, elle s'est entraînée sur des masses de données, donc on voit bien, ChatGPT, il parle comme monsieur tout le monde. Et si je veux qu'il parle comme moi, c'est plus compliqué. Et puis, quand on obtient un résultat avec une IA, finalement, si on lui demande « mais pourquoi est-ce que tu as répondu ça ?» Alors dans le cas de ChatGPT, il va baratiner parce qu'il ne sait pas faire autre chose, mais même d'autres systèmes, par exemple le système de reconnaissance d'image, on va dire « pourquoi est-ce que tu m'as dit que ça c'était un chat ?» Et
Et on va s'apercevoir qu'en fait, il avait repéré qu'il y avait une fenêtre et que statistiquement, quand il y a des fenêtres, c'est souvent des chats. Repensez à mon exemple de l'informaticien. Ouais. Statistiquement, si c'est des hommes, ça va être des informaticiens. Et donc, je prends le critère homme pour sélectionner mes informaticiens. Là, c'est pareil, je prends le critère fenêtre pour sélectionner mes images de chats. Et du coup, voilà, l'explicabilité, c'est pas toujours ça. Donc, il faut arriver à comprendre comment expliquer ce que fait l'IA et comment l'adapter à chaque individu. Donc ça, c'est des travaux sur lesquels les chercheurs sont actuellement. On parle d'IA hybride parce qu'on va combiner les systèmes d'apprentissage et les systèmes à base de règles. Parce que pour le coup, les règles, on sait bien expliquer les règles. Donc est-ce qu'on pourrait utiliser les explications des règles, le pouvoir d'explicabilité des règles, avec le pouvoir de calcul des réseaux de neurones? Si on arrive à faire les deux, on peut avoir des très beaux résultats. Pour l'instant, c'est un peu exploratoire, c'est dans les laboratoires, c'est pas encore dans le grand public, mais peut-être que dans 10-15 ans, on va avoir un industriel, l'équivalent de OpenAI dans 15 ans, qui dira « Pouf, moi ça y est, j'ai sorti un truc ». Souvent, c'est pas des boîtes installées, je sais pas si vous avez vu dans l'histoire de l'informatique, c'est rarement ceux qui sont sur le devant du pavé qui sortent le grand succès, c'est souvent des gens qu'on n'attendait pas qui disent « Ah, au fait, j'ai une idée géniale » et hop, ça marche. Alors, il y a des exceptions à ce que je viens de dire, mais c'est vrai que voilà, on peut imaginer qu'une entreprise qu'on ne connaît pas encore, dans 15 ans, dira « Ah, j'ai réussi à faire un système qui permet de faire de l'IA explicable ». Donc ça, c'est un enjeu aujourd'hui de recherche. Le deuxième enjeu, qui est de plus en plus présent, à mesure que les IA se généralisent dans les usages qu'on a dans la société, c'est celui de l'interaction entre l'humain et l'IA. C'est-à-dire qu'il faut sortir, on le sait, les chercheurs on le sait depuis longtemps, il faut sortir de cette séparation entre la technologie d'un côté qui est pensée par des ingénieurs et qui résout un problème hors de l'intervention humaine, et l'humain de l'autre qui essaye d'utiliser la technologie de manière à ce que ça marche. Hein, donc vous avez, on le voit avec le véhicule autonome, ça a été un peu l'échec du véhicule autonome. On s'est dit on va faire des voitures qui vont conduire à la place des humains. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pas ça, on voit des assistants de conduite pour les humains qui sont de plus en plus sophistiqués, qui vous permettent même de lâcher le volant sur l'autoroute, mais ça reste des assistants de conduite. Ils sont en interaction avec l'être humain, en permanence. Okay. Et on sait que l'avenir de l'IA, il est là-dedans. Il est de faire des systèmes qui sont capables de s'adapter à ce qu'est en train de faire l'humain. Et ça, c'est très compliqué parce que l'humain, il est imprédictible, il va très vite, la machine, elle a besoin d'un temps de calcul. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, c'est des questions de recherche très fortes en intelligence artificielle. Ce n'est pas les seules. Et il y a aussi un autre point sur lequel je voulais aussi avoir votre avis, c'est par rapport à la France et par rapport à l'Europe, sur le plan de l'IA. Des fois, on a la sensation qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que, en fait, c'est peut-être une question d'apparence? Alors, c'est un sujet qui est compliqué. Je ne pense pas qu'on soit en retard sur le plan des connaissances qu'on a sur ce que c'est que l'IA. Les équipes d'IA françaises et européennes sont très bien reconnues internationalement. On peut regretter que la recherche en France ait moins d'argent que dans plein d'autres pays. Hein. La recherche publique et privée, je veux dire, vraiment, c'est un problème général en France, mais globalement, on ne peut pas dire qu'au niveau de la connaissance de ce que c'est que l'IA, le développement de nouveaux algorithmes, de nouveaux outils, on soit en dessous des autres pays d'Europe et que l'Europe soit en dessous des États-Unis ou de la Chine. Ce qui différencie, c'est l'investissement privé. C'est-à-dire que les États-Unis ont cette capacité de débloquer très vite d'énormes sommes d'argent pour se lancer dans des projets très ambitieux qui parfois échouent. Alors on retient ceux qui marchent, on retient moins ceux qui échouent, évidemment. Et les succès de la tech se sont faits effectivement dans des entreprises américaines, Google, Amazon, Facebook, voilà, les fameux GAFAM, hein, dont Microsoft. Et l'Europe, là-dessus, a eu une attitude, alors là encore, c'est pas de la technologie, c'est vraiment de la politique, une attitude qui, aujourd'hui, nous semble peut-être un peu naïve, un peu innocente. On s'est dit, bah, c'est pas grave si c'est les Américains, puisque de toute façon, c'est nos amis, on est dans la même bande. Les Chinois n'ont pas eu la même attitude, ils ont dit, on ferme le robinet américain, on développe en interne, et ils ont rouvert le robinet une fois qu'ils avaient développé en interne. Donc ils ont fait l'or Amazon, l'or Facebook, l'or Google, ils ont tout fait ça chez eux, et après ils ont dit, bon, bah, maintenant qu'on l'a, ok, c'est bon, on peut aller sur la scène internationale. En Europe, on a fait le choix de ne pas consacrer de l'argent dans l'industrialisation de ces produits de l'IA. Alors, est-ce que c'était un choix conscient ou pas conscient? Je ne sais pas, mais de fait, ça ne s'est pas fait. Les entreprises, peut-être certaines entreprises ont essayé de le faire. Spotify, qui est le géant de la musique aujourd'hui, hein, a été développé en Europe. Donc, parfois, il y a des entreprises, il y a des succès européens. Blablacar est un succès français. Donc, il y a des succès comme ça, locaux, qui marchent. Mais il se trouve que dans l'histoire de l'industrialisation de l'IA, ce sont plutôt les entreprises américaines
qui ont investi. Alors, à l'époque, dans les années 80, quand personne croyait trop à l'IA, ça paraissait pas porter à conséquence. Aujourd'hui, quand il y a des sommes d'argent faramineuses en jeu, on se dit c'est un peu dommage que ce soit pas à nous et que ce soit aux Américains. Bon, mais en même temps, c'est eux qui ont investi au départ, donc c'est presque un juste retour. Enfin, si on fait un peu d'économie, c'est un juste retour des choses. Ils ont investi, ils ont leur retour sur investissement. Je pense pas qu'il faut rester les bras croisés pour autant, hein. Je crois qu'en France, on a, et en Europe, pas qu'en France, en Europe, on a vraiment la possibilité de faire d'autres formes d'IA qui aujourd'hui ne sont pas du tout accessibles dans les outils, la culture et la démarche américaine, qui est basée sur finalement des mastodontes, donc pas forcément la question de la performance énergétique, ils s'en fichent, la question du respect du droit individuel, ils s'en fichent complètement. C'est pas leur manière de travailler. Nous, en Europe, on a ça au cœur de notre ADN, on met des règlements partout, on adore ça. Et bien justement, profitons-en, transformons ça en force. On peut développer en IA, en Europe, des IA explicables et personnalisables, des IA en interaction avec l'humain. Ça, on a cette connaissance-là. Après, il ne faut pas louper le coche de l'industrialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de bosser dans les laboratoires. À un moment, il faut qu'on ait des entreprises qui le développent. Donc je pense que là, il y a effectivement des choses à faire. Mais ce n'est pas un sujet de chercheur, là, c'est un sujet d'économiste. Donc là, on arrive sur la fin de notre entretien. Il y a une question qu'on aime beaucoup poser aux personnes qu'on invite, c'est des recommandations de livres. Et vous nous en avez apporté 2. Donc, je vous laisse nous les présenter. Le premier qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'est pas une question de technologie ». On en a un petit peu parlé. De quoi est-ce que ça parle? Quel point ça aborde? Alors, c'est un livre qui a été écrit il y a 2 ans avec mon collègue Laurent Bibard, qui est philosophe et professeur de philosophie et de gestion à l'ESSEC, l'école de commerce près de Paris, à Cergy. Et on a choisi d'écrire ce livre ensemble parce qu'on avait une convergence de vues, lui en tant que philosophe et moi en tant qu'informaticien, sur le fait que l'intelligence artificielle pose en fait des questions qui dépassent largement la technologie. Et donc il faut que la société s'empare de ces questions. Et moi, en tant que chercheur, je trouve ça assez important que ce ne soit pas les chercheurs qui apportent les réponses à ce genre de questions. Nous, les technologues, on essaye d'apporter des solutions à des problèmes, mais après, il faut que les individus, la société civile, les politiques, dans nos démocraties, on a cette chance de pouvoir justement avoir une décision collective assez éclairée, s'emparent des sujets et disent, avec ce que nous a donné la science, voilà ce que nous, on a envie de faire. Et ce livre, c'était un peu une alerte pour dire attention, ne laissons pas l'IA entre les mains des scientifiques, emparez-vous de ce sujet et posez-vous la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA? Et donc le livre explique un petit peu pourquoi l'IA n'est pas une question technologique. Ok, donc on le mettra bien sûr en description. Il y en a un deuxième aussi, donc comprendre l'intelligence artificielle, avec une couverture un peu plus ludique. Là, c'est quoi comme thématique qui aborde? Alors ça, c'est vraiment un livre qui explique ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc on n'est pas rentré aujourd'hui beaucoup dans la technique, mais on a parlé un petit peu de la table de mixage des réseaux de neurones. Voilà, ce livre parle de comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et donc il y a des illustrations qui sont faites par une de mes anciennes étudiantes, qui est dessinatrice et informaticienne. Et la table de mixage, elle est vraiment là, hein. On explique ce que c'est qu'un réseau de neurones avec des illustrations. On explique ce que c'est que l'intelligence artificielle avec des illustrations. Donc ça, c'est 2 livres que j'ai écrits, mais après, il y a plein d'autres bouquins intéressants dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a la chance d'être dans un domaine qui foisonne aujourd'hui, et il y a des bandes dessinées qui ont été faites, qui vulgarisent très très bien ce que c'est que l'intelligence artificielle, qui peuvent être accessibles à des enfants plus jeunes. Alors ça, c'est à lire à partir du lycée, et ça, c'est plutôt pour les adultes. Donc pour les plus jeunes, moi je recommande plutôt des livres, il y a des livres illustrés qui sont très très bien sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Par contre, comme j'ai pas bossé avant, j'ai pas les titres en tête. Bon, si vous les retrouvez, on les rajoutera On aussi. pourra les rajouter dans le canal en bas. Ouais. Ça marche. En tout cas, on arrive du coup à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Nicolas pour Je vous en prie, Christophe. cet échange très intéressant. Merci.